faut que je commence par le préambule. Alors le préambule, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois lors de la présentation de la liste, de l'équipe Génération Banus, il y avait quelques éléments que j'avais omis de vous dire, eh bien c'est que j'étais moi-même, Georges l'avait dit, et Marie-Jo, voilà, et que je suis aussi élu dans les positions, donc je suis conseiller municipal de position. Alors je dis bien, en ce qui me concerne, moi j'étais bien un élu de l'opposition, j'étais dans l'opposition. Les 6 ans n'ont pas été très faciles pour l'équipe de Génération Banus et très particulièrement pour moi, ça c'est vrai. Je ne reviendrai pas sur la forme parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent être assidus du conseil municipal et ceux qui ne venaient pas au conseil municipal ont pu voir en différé sur YouTube Banus Info, un traitement particulier qui m'était réservé. Mais là, je crois que quand on décide d'être dans une part visible, quand on s'engage dans les affaires publiques, eh bien on est bien sûr plus exposé que les autres. On travaille pour la collectivité. Ne pensez pas que, comme certains le disent, que l'envie d'être élu, c'est uniquement tirer profit pour un compte personnel. C'est un engagement pour la collectivité. Mais il ne faut jamais oublier que quand on est un homme public ou une femme publique, eh bien il en reste pas moins pour autant que nous continuons à être des êtres humains. Et que quand on est un être humain, on a aussi une part de respectabilité en termes de dignité et en termes de sensibilité. Eh bien, pendant 6 ans, je crois qu'on n'a pas toujours respecté ni notre dignité, ni notre sensibilité, et ça, je crois qu'il faut que ça s'arrête. Puisque nous avions mandat, c'est vrai que nous n'avions pas un rôle très facile, mais on est toujours resté très en prise avec la réalité du mandat que les Bagnolais nous avaient confié. Et ce mandat que les Bagnolais nous avaient confié, c'était tout simplement de défendre vos propres intérêts. C'est ce que nous avons fait, et moi, pendant 6 ans, c'est ce que j'ai cru bon. Alors des fois, on disait que j'étais un peu énervé, donc je n'étais pas énervé, j'essayais de poser des questions, d'avoir des réponses, dans l'intérêt collectif, pas autre chose. C'était pas uniquement pour ferrailler, Et c'est pour cet intérêt collectif que je me suis battu, et rien d'autre. C'est pour cela que patiemment, ou je dirais peut-être même impatiemment, nous avons attendu que ces 6 ans passent. Ça a été quand même long. Ça a été long, et qu'est-ce qu'on a essayé de faire? De limiter la casse. Il y a des moments où on a réussi, des moments où on n'a pas réussi. Mais après tout ce que j'ai vu, et surtout tout ce que j'avais entendu, et que surtout les solutions aux problèmes qui étaient posés aux Bagnolais n'étaient pas résolues, eh bien, naturellement, quand le mandat a fini, nous nous sommes dit, maintenant il faut que nous y allions. Et c'est pour ça que nous sommes candidats pour l'élection de mars 2014, avec l'équipe qui est derrière moi, et les autres qui sont dans la salle, pour ces élections de 2014, pas pour nous, mais pour vous, Bagnolais. Alors, il faut bien sûr que, avant que j'attaque les thématiques, que j'aborde une petite chose, avant de rentrer donc dans les thèmes de manière précise. Eh bien, ce qu'il est ressorti de tous ces ateliers de travail, avec les rencontres que nous avons eues de manière collective, donc je disais tout à l'heure, ou individuelle, avec ces représentants d'associations, avec les commerçants, avec les artisans, avec tout simplement les citoyens bagnolais. Eh bien, ce qui ressortait avant tout le reste, c'était un déficit patent de communication. Et je crois que la première chose qu'il faut que l'on retrouve, c'est ce lien entre nous tous, de communication, d'apaisement, je dirais, de climat. Alors c'est vrai que ça ne fait pas un programme, mais parfois, quand un sourire est donné, eh bien c'est mieux qu'une insulte. Il est évident, comme vous l'avez vu en travaillant, et comme nous l'avons vu nous aussi, thème par thème, eh bien on s'est vite rendu compte que entre chaque sujet que nous étudions, travaillions, il y avait des transversalités. On ne peut pas dégager une chose sans se dire mais comment on va faire, parce qu'on déborde sur le reste. Un adjoint va devoir travailler avec un autre adjoint. Un projet va être collé à un autre projet. Ce n'est pas tout de tirer, comme pour les gens qui aiment le tissage, un seul morceau de laine, mais il faut s'attaquer à la totalité ou l'intégralité du canevas. Alors, la première thématique que je vais devoir aborder, donc, c'est pas le plus simple, hein, c'est le développement économique et l'emploi, donc c'est moi qui m'y colle ce soir. Alors, avant de
commencer donc la thématique de l'emploi et du développement économique, je vais inverser les thèmes. C'est-à-dire que je vais parler d'abord du développement économique et de l'emploi ensuite. Il y a deux vecteurs qui me semblent essentiels avant de dérouler un peu dans la précision. Bien, ces deux vecteurs sont l'emploi et le logement. Donc je vais commencer par le développement économique. Mais d'abord, et avant de pouvoir proposer quoi que ce soit en termes de développement économique, il faut aborder ce qu'est le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, eh bien, ce sont les finances. Alors c'est vrai que c'est un thème qui est fastidieux. Un programme, c'est déjà un peu lourd. Je comprends qu'il va falloir que je sois très synthétique. Et surtout quand on aborde le sujet précis des finances, et des finances communales. Donc, je vais m'y coller. Le budget de la commune de Banyuls, c'est de l'ordre de 12 millions d'euros. Nous avons perdu sur l'exercice, ce n'est pas le fait de la commune, mais c'est tout simplement le fait des gels, des dotations globales de fonctionnement de l'État, qui a transféré des compétences vers les communes, mais qui n'a pas alloué les budgets qui venaient avec. Ça veut dire qu'on a, bon an, mal an, perdu à peu près 1,5 million d'euros de ce que nous avions. Ça veut dire que, alors là, j'ai apporté juste une seule coupure de presse, en matière notamment de subventions, de ceux qui prétendent avoir des subventions, mais ça sera compliqué. Eh bien, l'État envisage, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais je pourrais vous donner l'article, l'État envisage donc, puisque ces jets de dotation de l'État sont jusqu'en 2017, de baisser encore ces dotations de 10 milliards d'euros. 10 milliards. C'est-à-dire qu'on va encore diminuer les prestations tournées vers les communes, les conseils généraux et les régions. Ce qui veut dire qu'en matière de capacité d'investissement, eh bien, on va se retrouver avec quasiment une peau de chagrin. Alors, comment on va devoir procéder? Eh bien, déjà, il va falloir être d'une extrême habileté pour aller chercher des subventions. Nous avons prévu, nous, dans le projet communal, si nous arrivions aux affaires, de déléguer, donc, soit par la formation en interne, soit peut-être sur des missions qui seraient confiées à une personne, d'être justement que dans ce cadre-là, de la recherche des projets finançables par la subvention. Ça sera déjà un des premiers éléments de notre programme municipal. Mais pour l'essentiel, en fait, c'est en interne qu'il faut chercher des sous. Ça veut dire qu'il va falloir compter sur nos finances propres. Alors là, quand je parlais de divergence profonde entre, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler l'ancienne municipalité, mais ils sont encore élus, donc la municipalité actuelle, là on est sur un point de divergence profonde. Comment fonctionne notre budget communal? Eh bien, il se décline par deux sections, une de fonctionnement et une d'investissement. Il faut savoir que sur la commune de Banyuls, 61% donc, du budget communal, les 12 millions d'euros, est du fonctionnement. Et dans les 61% du fonctionnement, 53%, c'est la charge du personnel municipal. Alors, je rassurerai le personnel municipal tout à l'heure, je ferai une petite parenthèse parce que je sais qu'ils sont inquiets. Chaque fois qu'il y a des élections, le personnel de la commune se dit à quelle sauce je vais être mangé. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et ça veut dire que quand on a une part congrue, là aussi, pour l'investissement, eh bien, on ne peut pas proposer, en matière de projets structurants, des choses qui vont améliorer les conditions de vie d'une ville. Une commune qui n'investit pas est une commune qui s'appauvrit, qui se paupérise. Donc, il faut rajouter, là aussi, on n'a pas de manière précise la situation comptable en termes de dette. Je l'évaluerai à la louche parce qu'on a juste que l'arrêté de compte, comme dans les entreprises privées, un bilan presque administratif, arrêté en décembre 2012. Et nous sommes en mars 2014. En 2012, nous étions à 3,5 millions de dettes, mais si je me rappelle, à la suite des conseils municipaux successifs, il y a eu recours au moins à 3 ou 4 emprunts sur l'année 2013. Et donc, si mes calculs ne sont pas très loin de ce que je crois, l'encours de la dette devrait être aujourd'hui à Banyuls entre 5,5 voire même 6 millions d'euros. Alors à partir de là, eh bien, les comptes seront vite faits. Eh bien, c'est là où on aborde le deuxième grand point de divergence entre la municipalité actuelle et ce que moi je pense de la gestion communale. Le chemin le plus court en politique, eh bien, c'est deux choses. Je parlais tout à l'heure de deux vecteurs, l'emploi et le logement. Eh bien, ces vecteurs les plus courts, c'est comment d'abord je règle le problème de l'emploi. Eh bien, j'embauche en mairie. C'est une solution. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je vous pose une question. Est-ce que la mairie a la vocation de devenir la première entreprise de la commune? Les finances, comment peut-on faire? Eh bien, le chemin le plus court en politique aussi, c'est l'impôt, la recette fiscale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis des maisons. Et quand j'ai construit des maisons, je rentre
de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. C'est vrai qu'on peut s'y prendre de cette manière-là, mais moi je crois que je préfère régler le problème de l'emploi et le problème des finances d'une manière différente. Si vous ne réglez pas le problème de l'emploi, eh bien, dans le deuxième temps, le logement devient inaccessible parce que vous n'avez pas les revenus suffisants pour vous loger dans cette commune. Alors je ne vais pas franchir les plates-bandes des gens qui vont vous parler du CCAS parce qu'on a des leviers ici en matière de capacité pour le logement et éventuellement j'interviendrai quand la personne qui vous parlera du CCAS le fera. Et moi je préfère dans le comparatif ce qu'on appelle l'économie réelle, portée par le commerce ou les commerçants, portée par les artisans, par les gens de la santé, en clair par nous tous. La mairie doit être le catalyseur et pas le substitut d'une économie. Et là, il me faut dire une chose. Et vous allez voir comment ça va rapidement s'éclairer pour vous et vous allez comprendre comment ça a fonctionné. Lors de l'arrivée aux affaires donc, de la municipalité présente, eh bien, le maire s'était fait octroyer 5% de capacité sans avoir recours ni à la commission d'appel d'offres, ni au conseil municipal, ces 5% étant les 5% du budget primitif de la commune. Je vous fais les comptes, 600 000 €. Ça veut dire que, eh bien, le maire, à lui seul, pouvait décider à dépense de 600 000 € sans l'aval de personne d'autre. Alors ça a été voté par quasiment l'intégralité du conseil municipal. Non, pas l'intégralité. 4 personnes s'y sont opposées. Les seuls élus de Génération Bagnous, parce que la municipalité d'avant, le maire aussi, s'était octroyé les mêmes droits. 600 000 €. Eh bien, au moment où la pression fiscale asphyxie la population, nous avons tous les mêmes difficultés à finir les fins de mois, tous. Eh bien, quand une seule personne peut décider pour une commune à hauteur de 600 000 €, je peux vous dire que moi, les engagements que je prends devant vous, ça n'arrivera plus jamais à Bagnous. Alors, ça vous a valu, je peux le décliner, un ascenseur, sans donner un autre mot à dire, 420 000 €. 2 ronds-points, je ne parlerai pas de l'appellation, 1 million d'euros. Des cabinets d'études, 400 000 €. Des feux d'artifice, 5. La patrouille de France. Le gala des ministres au sillon. Et je vous fais grâce de tous les repas qu'il y a avec. Moi, j'aurais très sincèrement préféré que l'on injecte cet argent dans l'économie locale, profitable à vous tous, dans des projets structurants. Car à l'arrivée, il ne vous reste rien. Tout cela, ce n'était que de l'éphémère, de la poudre aux yeux. On aurait pu, avec cet argent, largement, améliorer la voirie, créer des parkings, un village accueillant, dynamiser le commerce, les conditions d'accueil, aller vers un développement durable qui n'est pas incompatible avec un développement économique, travailler sur la culture, le patrimoine, parler aussi d'économie. Et puisqu'on parle d'emploi, eh bien aussi, dans le cadre d'une politique juste, aider les artisans dans les commissions d'appel d'offres. Je siégeais, moi, à la commission d'appel d'offres. Vous saviez combien de fois j'étais convié aux commissions d'appel d'offres? 0 fois. 0 fois. Eh bien, c'est là où je me dis que dans ces appels, normalement, d'argent public ou de marché public, à proposition égale, eh bien, ça aurait été bien qu'on choisisse les artisans de Bagnous, parce qu'ils sont capables de s'ajuster sur les prix et les concurrents. Eh bien, on ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'on s'est privé aussi des forces vives, des forces locales. Et si l'on avait boosté justement cette économie tournée vers les commerçants et les artisans, eh bien, on aurait créé ce que j'appelle donc réellement ces emplois vrais, ces emplois réels. Et si l'on avait mis tout ça en musique, eh bien, c'est du commerce plus ouvert, plus longtemps, donc porteur d'emploi, des artisans qui embauchent, donc pour les uns et les autres, de l'emploi créé, de l'emploi réel, des populations que l'on fixe sur place. Parce que si vous n'avez pas de travail, et si vous n'avez pas de logement, eh bien, vous partez. Tout cela mis ensemble, c'est la vie du village, avec tous nos atouts, avec tous ces atouts.
et ils sont bien nombreux. Croyez-moi, tout cela va changer. Si nous gagnons, c'était cela, le sens de mes grandes batailles au conseil municipal, pour vous tous. Et là, on s'y engage. La bataille est terminée, il n'y aura pas de vengeance, changement de cap, changement de méthode. Alors, puisqu'il nous faut parler, bien sûr, de l'emploi, il y a un sujet dont je ne peux pas faire l'économie. C'est le sujet qui concerne les établissements de santé, puisque j'ai vu que lors des présentations des autres listes, chacun et chacune avait abordé le sujet de la santé. Eh bien, j'avais fait plusieurs interviews il y a quelques années concernant ces établissements de santé. Donc je vais les décliner aussi, puisqu'il s'agit du centre Le Marin de Banyuls, du centre Bouvard Vercelli de Pierrefitte et de Paul Rech. Je vais commencer par Paul Rech. Alors, Paul Rech, c'est peut-être celui qui a été frappé de la première injonction, la première menace donc de fermeture. Alors, je crois que je l'ai dit il y a un mois ici, il y avait le problème de la maltraitance passive, 3 personnes hébergées dans une seule chambre. Il y avait le problème de la mise hors d'eau, donc les fameux bassins écrêteurs, les bassins de rétention d'eau. Donc ni l'un ni l'autre n'avait été réglé. Donc au début de ce mandat, il nous avait été proposé, puisque M. le maire avait dit qu'il avait toutes les autorisations administratives pour sauver l'établissement de Paul Rech, que la possibilité donc, du bassin de mise hors d'eau serait faite concernant Paul Rech, et qu'ensuite, il y avait, pour sortir de la maltraitance passive, la possibilité de créer une aile supplémentaire. Donc, Georges et Marge sont pas loin de moi. On nous avait proposé de déclasser le bois qui est derrière Paul Rech. On avait dit, je crois que ça doit être une des seules fois, ou des rares fois, où on avait voté favorablement, sous la seule condition que le déclassement de ce bois ne serve pas à une urbanisation, mais que ce bois puisse servir à créer le bâtiment supplémentaire, justement pour créer les conditions de sortir de cette maltraitance passive concernant Paul Rech. Et puis, arrivait tout d'un coup un phénomène non attendu, une hirondelle à col noir. Bon. Alors il y avait la nidification en amont de Paul Rech, et comme il y avait la présence de cette hirondelle, eh bien, plus rien ne devenait possible. Eh bien, je vous le dis ce soir, on s'est renseigné, je cherche Sylvie qui dans ses relations a un ami qui lui est personnel et qui est responsable en ornithologie et qui notamment s'occupe très particulièrement des espèces rares et protégées à Bagnols-sur-Mer. Eh bien, je me suis entretenu avec lui il y a quelques semaines et il m'a dit, c'est quand même curieux, est-ce que tu as les documents, toi, qui concernent cette hirondelle à col noir au-dessus de Paul Rech? J'ai dit non, moi je l'ai pris pour argent comptant. Il m'a dit, mais écoute, sur toutes les études que l'on a faites, il n'y a jamais eu de nid d'hirondelle à col noir au-dessus de Paul Rech. Jamais. Donc ça veut dire que là, on remet la main sur le jeu. Tout redevient possible. Tout redevient possible. Mais à partir du moment où on avait décidé que Paul Rech devait partir, on réglait le problème de tous les autres établissements de santé. Ça veut dire que Pierrefitte menacé, on a enlevé l'activité médicale du centre Le Marin vers Pierrefitte, et on ne laissait pas Pierrefitte vide, puisqu'il y avait ce transfert, et au centre Le Marin, bien de fait, on y mettait Paul Rech, et Paul Rech, on y faisait des HLM. Bon, mais maintenant, je trouve qu'on a déjà peut-être partiellement réglé le problème de Paul Rech. On va les garder sur place. Parce que je crois que déjà, c'est beaucoup mieux que les personnes âgées restent en centre-ville plutôt que d'aller ailleurs. Premier point. Deuxième point. Pierrefitte et le centre Le Marin. Alors là, c'est vrai que les maires avancent sur des terrains, mais les maires n'ont pas de compétences là-dessus. C'est pas le maire qui a compétences sur les établissements de santé. Mais ceci dit, moi, je suis obligé d'avoir un avis politique là-dessus. Alors, je vois, Alain, que tu secoues la tête ostensiblement. C'est un dossier qu'on connaissait bien il y a quelques années, hein. M. Gratteau, tu te souviens, hein? C'est lui qui avait mis en bouteille les délocalisations des centres de Pierrefitte et de Banyuls. C'était 1997, je crois que si ma mémoire est bonne, 97. Alors, on savait que ça allait arriver, que ça serait dangereux, que c'est venu sous une forme plutôt rampante. C'est vrai que quand on réfléchit un petit peu, c'est ce qu'on a entendu de certains responsables politiques, de dire, ben, si la santé s'en va, il faut commencer à réfléchir au plan B, à la compensation. Moi, je fais de la politique, donc je ne réfléchis pas en compensation. J'essaie déjà, avant de lâcher la proie pour l'ombre, de savoir ce que je peux garder ici. L'analyse, elle est comptable et politique. Les deux en même temps. Alors, on sait que sur l'hôpital de Perpignan, c'est le ratio, je ne pense pas qu'il ait beaucoup bougé. Dans les autres départements, l'équilibre entre les établissements de santé publics et privés, c'est 50-50. Et chez nous, dans les Pyrénées-Orientales, donc c'est 80-20. 80, c'est du privé, et 20, c'est de la santé publique. Donc qu'est-ce qui se passe?
c'est peut-être un peu technique, mais je crois qu'il faut qu'on comprenne là. Eh bien, c'est que l'hôpital public de Perpignan est en déficit de lits, 400. Alors, pour être en concurrence loyale avec des établissements privés, il faut bien qu'ils décompensent ou qu'ils récompensent de ces 400 lits. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire leur marché sur la Côte Vermeille. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors je l'ai dit lors d'une réunion publique, ils ne se trompent pas, ils ne viennent pas chercher n'importe quoi, ils viennent chercher la cardio, la rééducation fonctionnelle, en fait tous les lits qui sont un peu juteux, parce que comme on a changé maintenant la règle, on n'est plus sur des budgets ou des enveloppes globales, on est sur ce qu'ils appellent la T2A, hein, l'acte à la tarification, c'est-à-dire que plus vous pratiquez d'actes, et plus vous rentrez des budgets, et donc plus vous êtes dans une bonne santé économique. C'est sûr que s'ils veulent nous tuer, ils peuvent le faire, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'à partir du moment où vous êtes hospitalisé, opéré à Perpignan, s'ils décident demain de plus vous envoyer les patients en rééducation, eh bien ils vont vous tuer. Ça, c'est le côté technique. Mais après, il y a le côté politique. Qu'est-ce qui empêcherait qu'on maintienne nos établissements de santé si on a la volonté politique? Rien. Rien. Le savoir-faire? Non. Les lieux? Encore moins. Des établissements qui ont depuis longtemps démontré leur savoir-faire. Alors je crois que là, il ne faut quand même pas se départir d'éléments, je dirais, de manière factuelle, un peu plus intelligents que ceux que j'en crois. Si vous allez demain négocier avec l'ARS en disant il faut garder la santé, parce que quand on ouvre la fenêtre, il y a la mer, il y a les hirondelles et il y a les mouettes, là ils vont vous plier en 2 minutes l'ARS. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Par contre, il faudrait qu'ils avancent exactement de manière précise sur quel terrain ils veulent nous délocaliser. Pourquoi? On n'a pas de route, mais d'accord, sauf que je crois que combien de municipalités, combien de candidats, on dit ici qu'à un moment donné, on désengorgerait la Côte Vermeille. Je crois que le premier plan de déviation de Banyuls date de 1963, et nous sommes en 2014. Tout le département est servi, sauf nous. Alors peut-être qu'il faudrait leur rappeler qu'à un moment donné, un candidat, il faut qu'il aille jusqu'au bout de ses promesses. Sinon, eh bien, on passe à autre chose, ou à quelqu'un d'autre. Ensuite, sur le savoir-faire, c'est incontestable. On ne peut rien reprocher aux gens. Alors moi je viendrai peut-être là aussi sur les compétences des personnels. Parce que si ces gens qu'on arrive à retaper et au centre Le Marin et à Pierrefitte, c'est vrai que l'environnement est un élément important, mais c'est surtout par le savoir-faire des personnels. Quand vous arrivez à Pierrefitte, un tétraplégique ou un paraplégique, eh bien c'est parce qu'il y a des kinés, parce qu'il y a des infirmières, parce qu'il y a des aides-soignantes, parce qu'il y a des médecins. Ce sont les personnels de chez nous qui retapent les gens, pas l'environnement ou les oiseaux. Sinon on rêve, on rêve. Donc moi, en tant qu'acteur politique, je dis que je me battrai pour que cette activité reste. Parce qu'on parle de Pierrefitte, on parle aussi de Banyuls, mais on oublie le troisième établissement qui est Collioure, Hermère Soleil, qui sera aussi dans l'œil de la lorgnette. Et donc, par un effet domino, j'avais cité lors de cette interview que j'avais fait avec Banyuls Info, c'est un peu comme quand vous êtes sur l'autoroute et qu'à un moment donné, on vous ferme petit à petit les stations de service. Eh bien, quand il n'y a plus de station de service sur l'autoroute, vous tombez en panne d'essence. Et c'est ce qui se passe. On va attaquer Cerbère, ensuite on va venir sur Banyuls, et demain, on ira sur Collioure. Ça veut dire que, bon an, mal an, là aussi à la louche, ça fait à peu près 700 salariés en emploi direct. 700 salariés, parce que là, je ne crois pas du tout dans les mesures de compensation que l'on gardera tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont à mi-temps. Il y a des femmes avec des contraintes familiales qui auront des difficultés parce que rien n'est prévu. Comment fera-t-on si demain des femmes qui habitent à Cerbère doivent aller travailler à Perpignan quand c'est dans le cadre de couple monoparental? Qui s'occupera de ces enfants? Comment feront-elles? Est-ce qu'elles garderont leur emploi ou finalement elles jetteront l'éponge? Ça, c'est l'emploi direct. Et l'emploi direct, vous faites un multiplicateur par 2. Ça veut dire qu'on peut considérer que ce n'est pas 700 emplois qu'on va perdre, 1000. 1000 emplois, c'est impacter immédiatement sur l'activité de l'artisanat, du commerce, d'un élément dont on ne parle pas beaucoup. J'ai entendu parler du lycée d'Argelès. Vous savez, ce qui est menacé depuis longtemps sur notre Côte Vermeille, c'est le collège de Port-Vendre. Le collège de Port-Vendre, je l'ai inauguré en 1968. Il y avait 800 enfants au collège de Port-Vendre. Vous savez combien il en reste aujourd'hui? 324. L'inspection de l'académie dit que si l'on passe sous la barre des 250 élèves, on peut fermer un collège. On peut le fermer. Et là, je n'ai pas de peur. À Port-Vendre, ils n'attendent que ça. Parce qu'imaginez, demain, le collège de Port-Vendre qui fermerait, vous voyez toute la réserve foncière qu'ils auraient dans le cœur de Port-Vendre. Et il suffirait à ce moment-là que d'affréter quelques bus pour emmener les collégiens de la Côte Vermeille en direction de Saint-André ou d'Argelès. Ça veut dire que quand on se bat pour la santé, on se bat pour tout le reste. Eh bien moi, aujourd'hui, je vous le dis, le combat sera difficile, les maires n'ont pas les pouvoirs, mais quand des salariés se battent, eh bien on a l'obligation morale d'être
à leur côté, Jean de Pierrefitte, du Centre de Marais, de Paul Rech et de Collioure, je suis à vos côtés. Eh bien, je ne sais pas si tu veux intervenir, Karine, ou pas. Donc j'avais dit, il fallait que l'on soit concis les uns et les autres, donc je passe la main. Il me semble qu'après moi, c'est Guillaume. Oui, c'est à toi. Vous êtes bien sages tous, hein. Bon, de toute façon, Patrick va pas rester longtemps absent puisqu'il faudra reparler du port tout à l'heure. Moi, je vais vous parler du tourisme et enfin la façon dont on a travaillé sur les tourismes, hein, parce qu'on considère qu'il y en a de plusieurs sortes. Tourisme lié avec la culture et évidemment le patrimoine. Concernant les tourismes, il y a évidemment une impulsion à donner par la municipalité, mais on ne peut pas se passer des trois forces qui viennent en appui de la ville par rapport au tourisme. Alors d'abord, je commencerai par celui-là parce que même s'il y a le secteur marchand, je vais y venir bien entendu, il y a le secteur associatif. Et il me semble qu'il faut davantage l'impliquer, en tout cas c'est le sens qu'on aura soin de donner à notre projet, pour s'appuyer sur les compétences en place. Évidemment, en direction des touristes. Parce que les associations de Banyuls, et il y en a pléthore, elles sont capables de proposer des choses aux touristes. Je pense notamment au club de rando, je pense notamment au vignon, je pense aux motards avec le club, on pense aussi aux artistes et aux artisans d'art. Et puis il y aura également le forain de la Sardane. Alors des choses se font déjà, bien entendu, mais il faut développer ça et s'appuyer sur la richesse de Banyuls, qui est les Banyuling. Alors, après le tissu associatif, il y a une autre force qui vient en appui de la ville, et c'est quand même son but premier, c'est l'office de tourisme. Alors l'office de tourisme, nous on est conscient qu'il va falloir lui donner des moyens d'agir et d'agir fortement, parce que jusqu'à présent, par an, le budget, je ne parle pas du budget de fonctionnement, je parle du budget d'investissement, c'était quand même 5 650 €. Alors je ne sais pas ce que vous imaginez faire avec 5 650 €, mais on ne va pas bien loin. Alors bien sûr, on peut travailler un petit peu localement, on peut éventuellement penser à un ou deux déplacements, mais ça ne fait pas une promotion et ça ne fait pas une communication pour une ville qui a besoin de reconnaissance et qui a besoin d'être valorisée. Donc l'office de tourisme, il doit avoir les moyens pour travailler localement, mais localement, c'est pas uniquement Banyuls. Parce que travailler sur les touristes, une fois qu'ils sont à Banyuls, vous ne les ferez pas venir plus à Banyuls, puisqu'ils y sont déjà. Non, quand il faut travailler localement, il faut travailler évidemment sur le département et sur la région. Les excursionnistes, qui sont les touristes à la journée, Montpellier, c'est pas très difficile d'aller les chercher, mais il faut aller les chercher. Et puis, il y a également donc, il y a la promotion locale et il y a la promotion externe. Celle-ci, elle doit être développée, mais elle doit être ciblée. On va pas, il n'est pas question de faire n'importe quoi avec l'argent public et un budget d'investissement. Il ne s'agit pas d'aller courir les salons juste pour ouvrir un stand, louer un stand, mettre 3 affiches et pas savoir ce qu'on va vendre et surtout à qui on va le vendre. Donc il faut avoir une vraie réflexion sur les cibles de promotion externe. Et pour avoir cette vraie réflexion, bien sûr que la mairie, l'adjoint qui aura en charge cette problématique, qui est là encore très transversale, la mairie donc aura son idée, mais elle doit évidemment s'appuyer sur le personnel de l'office de tourisme. Le personnel de l'office de tourisme qui est compétent, qui est peu nombreux, 5 personnes si mes souvenirs sont bons, mais qui manque du soutien de la municipalité actuelle, et notamment qui a dû souffrir de la quasi-absence de l'adjoint au tourisme qui est en place jusqu'au 23 mars. Alors, une fois qu'on a parlé du tissu associatif et de l'office de tourisme, c'est de
devant travailler ensemble, accompagnés par la mairie. Il y a aussi, bien entendu, les commerçants. Alors, les commerçants, ils viennent en appui donc, de l'office, de la mairie et du tissu associatif. Pourquoi les commerçants? Parce que c'est quand même les premiers au contact des touristes. Si on reçoit du public, c'est sans doute parce que ça nous fait plaisir et parce que la station est jolie, mais c'est aussi, et les commerçants c'est quand même leur boulot, c'est pour faire de l'argent. Ces touristes, il faut qu'ils consomment. Et donc pour les faire consommer plus qu'ils ne le consomment déjà, nous initierons une démarche de qualité logistique et de qualité pour l'accueil. Ça passera par une charte et un conventionnement des commerçants, des ateliers, des hôteliers, des loueurs, pour favoriser l'accueil humain, qui est le premier gage de réussite de la cité. Banyuls, c'est pas... comment dire, c'est une station familiale. C'est pas une station de masse comme peut l'être Argelès, c'est pas une station un peu, pardonnez-moi s'il y en a dans la salle, un peu bling-bling comme Collioure. C'est une station familiale. Et cette ambiance familiale, il faut qu'on puisse la ressentir tout au long du séjour à Banyuls. Il faut qu'on puisse la ressentir à l'office de tourisme, il faut qu'on puisse la ressentir à travers les associations qui nous guideront éventuellement pour des randonnées dans l'arrière-pays. Et bien évidemment, il faut qu'on puisse la ressentir auprès des professionnels de l'accueil touristique, que sont donc les hôteliers, les restaurateurs, les loueurs et toutes les personnes qui font commerce du tourisme. Banyuls, pour le tourisme, alors il y a sa qualité, hein, évidemment, il y a son environnement, mais dans l'optique de redonner le sourire et la fierté à Banyuls, il faut quand même qu'on ait conscience d'une chose, c'est que Banyuls, sur au moins 2 points, est unique au monde. Et quand je dis unique au monde, c'est on ne peut pas être battu là-dessus. Mayol, le sculpteur, il est né à Banyuls. Vous pouvez chercher, il peut être né nulle part ailleurs. Parce qu'il est né à Banyuls. Donc ça, il faut s'en servir de Mayol né à Banyuls. C'est l'image du village, elle est indissociable de lui. Il faut qu'on s'en serve. Et puis il y a un autre point sur lequel Banyuls ne peut pas être concurrencé, c'est le GR10. Je ne sais pas si vous le savez, mais le GR10 s'arrête à Banyuls. Et on est la seule ville au monde à avoir le GR10 qui s'arrête à la Méditerranée. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autres. Hein. Alors Hendaye, c'est le côté atlantique. Et nous, on est les seuls donc à l'avoir du côté méditerranéen. Donc, l'image du village doit être indissociable de ces 2 atouts culturels et patrimoniaux. Alors ça peut passer, mais Sylvie vous en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, sera approprié en Mayol. On peut développer pour Banyuls une identité forte liée à la sculpture. Ça peut passer par des résidences d'artistes, ça peut passer par une maison de la sculpture. Il y a suffisamment de bâtiments sous-exploités à Banyuls, je pense notamment à Bartissol. Et comme ça, on peut faire de Banyuls la cité de la sculpture, comme Collioure, par exemple, l'est pour les peintres. Et puis, concernant le GR10, alors tout à l'heure j'ai parlé de la randonnée, c'est un point important. Il faut travailler à la promotion de Banyuls, mais il faut travailler en synergie aussi avec Hendaye, qui est l'autre extrémité du GR10. Alors, me semble-t-il, ça a été testé, j'ai cru comprendre que Hendaye n'avait pas gardé un souvenir fabuleux des échanges avec Banyuls. Mais peut-être que je peux me tromper. On essaiera en tout cas de régler la chose et de travailler avec nos amis basques. Et puis, dernier point, en ce qui concerne la culture et le patrimoine, Banyuls doit être valorisé. Il y a des points et des lieux à Banyuls, tels que le Puig, le Cap d'Oun ou l'arrière-pays, qui méritent d'être mieux mis en valeur. Ça passe par l'enterrement éventuellement des réseaux, les fils électriques qui pendouillent partout. Ça passe également par une charte sur les enseignes qui peuvent défigurer le paysage. Donc voilà, ça aussi, ça doit être plus exploité. Tout ça,
c'est en lien avec le tourisme qui existe bon an mal an déjà. Mais il y a aussi des tourismes à développer. Je pense notamment à l'onotourisme. Lui aussi, il existe déjà. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus, comment dire, de plus transversal à faire, en lien avec l'arrière-pays, en lien avec les vignerons indépendants et avec les coopératives, bien sûr. Ça passe aussi par le tourisme scientifique. Le laboratoire Arago, de quel outil meilleur on peut rêver à Banyuls? Le laboratoire Arago, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, était quand même une des bases d'attache et citée au générique des documentaires du commandant Cousteau, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est au moins du niveau de Mayol en ce qui concerne la recherche. Il y a aussi évidemment le tourisme nautique, et ça passera évidemment par un port digne de ce nom, pas un port laissé à l'abandon depuis X temps, pour lequel on nourrit de faramineux projets, mais qui n'a rien vu venir durant des décennies. Ça passe également, les tourismes à développer, par une saison à allonger, grâce à de nouvelles manifestations qui viendront évidemment en appui à celles qui ont déjà du succès. Je pense évidemment à la fête des vendanges, mais avec aussi la création de nouveaux événements comme des festivals, et puis le travail en synergie avec nos cousins qui sont pas très loin. Il y a même une route qui y mène, et qui passe par le col de Banyuls. Il nous faut travailler avec Espoir et Rabos pour avoir des échanges sur leurs travaux, sur leurs festivités, et eux avec les nôtres. Il y a aussi des tourismes à inventer concernant Banyuls. Là encore, je vais parler de rando, mais je vais y adjoindre d'autres randonneurs. Donc il y a les randonneurs à pied, il y a les cyclotouristes, qui n'ont toujours pas de moteur, et il y a ce que j'appellerais les mototouristes, les motards. C'est trois types de touristes, randonneurs, cyclotouristes et motards. Ils ont la particularité de se déplacer un petit peu léger, parce qu'évidemment, ils n'amènent pas la Boostify pour les 15 jours qui viennent passer dans le département. Ils consomment sur place. Donc plutôt que de les voir passer à Banyuls, il faut les y faire séjourner. Et donc, il faut créer des points d'accueil pour ces trois catégories de touristes, pour qu'ils puissent avoir une base de randonnée. Certes, ils ne resteront certainement pas à Banyuls le jour durant. Ils iront peut-être faire une excursion du côté de la Costa Brava, ça c'est pour les motards, on les voit passer tous les dimanches, mais on ne fait que les voir passer. Pour les cyclotouristes, il y a le balcon de Madoloc, mais il y a combien de routes magnifiques dans le département? Et pour les randonneurs, je ne vous fais pas un dessin, entre le sentier littoral et le GR10, il y a de quoi faire. Donc, il leur faut un point d'accueil. On pense, nous, particulièrement au palmier. Et puis, il leur faut une aide logistique. Ça, pour ce qui concerne les cyclotouristes et les motards, ça peut passer par un atelier d'aide à la mécanique. Alors, il n'est pas question de faire particulièrement un garage, mais on peut aider à l'installation d'un atelier. Pour les cyclos, c'est relativement aisé. Pour les motos, retendre une chaîne, faire une vidange, changer un pneu, c'est tout à fait envisageable. Et c'est un service plus qui permet aux cyclistes et aux motards d'avoir une base et de savoir qu'à Banyuls, ils pourront compter sur l'accueil du village. Et puis enfin, pour le tourisme, il va falloir travailler l'accueil logistique. Alors ça favorisera les touristes, bien sûr, mais ça favorisera aussi les Banyuls, parce que l'engorgement lié au trafic automobile l'été, tout le monde le subit, nous les premiers, mais les touristes aussi, parce que à force de venir dans Banyuls, de tourner pour trouver une place, de ne pas en trouver et de s'énerver, et ben ils finissent ailleurs. Donc il y a un plan de circulation à revoir, bien entendu. Il y a la problématique des parkings à revoir également. Nous avons pensé, nous, à installer, et là, c'est pas une idée
qui nous est tombé dessus du ciel. Hein. Collioure le fait, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et il y a un parc relais avec un stationnement à la journée, une navette, un parc relais extérieur au centre-ville. Ça désengorge la cité et ça permet aux touristes de ne pas s'énerver, de descendre tranquillement au centre-ville, consommer, se baigner et profiter de la ville. On pense également peser de tout notre poids à la communauté de communes pour faire remonter l'idée de la généralisation du train à 1 euro. Alors bien sûr, il y a l'idée est déjà dans l'air, mais avec quels critères, on ne sait pas trop, c'est encore un peu flou, avec des réservations par internet 15 jours, 3 semaines avant, enfin bref, ça a l'air compliqué. Il se trouve quand même que la ligne qui relie Perpignan à Cerbère, à part Perpignan, toutes les stations sont sur le territoire de la communauté de communes, toutes. Et donc partant de là, et en mettant en place le train à 1 euro, ça favorise l'excursion des touristes qui séjournent éventuellement à Perpignan et qui peuvent passer au moins une journée à Banyuls. Enfin, ça passe par une zone de stationnement pour les camping-cars, parce que pour l'instant il n'y en a pas, et ça nous évitera le stationnement sauvage avec tous les désagréments que vous pouvez imaginer, mais là je ne rentre pas dans le détail. Enfin, et pour terminer, le port, parce que là aussi en matière d'accueil, il faudra le rénover, bien sûr, le sécuriser, mais ça c'est un point que va développer Patrick. Mais il faudra surtout développer les services liés à l'accueil des plaisanciers. Parce que quand on débarque dans un port et qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on n'a pas un accueil touristique ou un accueil de l'office de tourisme délocalisé, et bien là c'est pareil, c'est comme les motards, au lieu de s'arrêter, ben, ils passent et ils vont voir ailleurs. Et ça, on ne le souhaite pas. Donc, voilà tous ces projets et toutes ces propositions qu'on vous fait en lien avec le tourisme, mais Sylvie développera sur la culture et le patrimoine, et Patrick s'appesantira sur le sujet du port. Merci beaucoup. Quand on fait les réunions de travail, ils me disent tout le temps que c'est moi le bavard. Et je crois qu'ils me battent. J'ai fait école. Donc on va essayer de réduire quand même, parce que l'intérêt c'est le débat avec le public. Hein. Ce soir on n'a pas. Donc le port, eh bien, nous déjà on vous a économisé une seule réunion publique sur le port. C'est Jean-Yves Bouillot qui vous parlera peut-être plus techniquement des projets que l'on peut faire, ou en tout cas des projets les plus minimalistes possibles. Mais sur le port, moi, il faut que je vous dise 2-3 choses quand même. Et là on ne peut pas se couper de l'histoire. Je crois sincèrement que sur le port, il faut sortir de l'hystérie du port. Voilà ce que je crois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lors de l'arrivée là aussi de la municipalité, eh bien, on le savait tous, qu'il y avait un petit problème de restructuration de ce port, mais je parle bien en matière de sécurisation, et en aucun cas un problème d'extension du port. Et donc est arrivé un jour sur le port de Banyuls un secrétaire d'État aux affaires et aux collectivités territoriales, donc M. Alain Marlex, avec un magnifique projet sur le port, donc aux Allées-Mayol. Je me souviens d'ailleurs que même ce jour-là, la route était barrée, la police n'avait pas voulu me laisser passer, alors que j'avais dit, mais c'est quand même bizarre, je suis élu. Et heureusement que je connaissais un des policiers qui m'avait laissé passer, donc j'ai pu aller voir le projet. Donc le projet, vous le connaissez tous, c'est un projet qui était d'une dangerosité, d'un délire absolument invraisemblable. Alors là, on avait fait fi un peu de tout bon sens, puisque là, on n'avait rien pris en compte, ni les espèces protégées, donc il s'agissait des herbiers de Concidonie, les grandes nattes, un peu plus loin les corails rouges. En matière d'inondation, c'est encore pire, puisqu'on avait une réduction du vase d'expansion, avec la Vaillaurie qui s'y jette. Il y avait une digue qui faisait je ne sais plus combien de dizaines de mètres, donc ça veut dire qu'on avait quasiment un blocos qui aurait dû être édifié sur la plage de Banyuls. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Et puis, il y avait aussi, oui, la privatisation, puisqu'en fait, on parlait de DSP, délégation de service public, pendant 35 ans. Bon, tout le monde murmurait le même nom, Bouygues. On n'était pas sûr, on n'a jamais été sûr que ce soit lui. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, on va, nous, essayer de monter un collectif, parce que ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas, donc le collectif s'est monté, le collectif pour la sauvegarde de la baie de Banyuls, donc Michel était le coordinateur, et puis Génération Banyuls a été un des fers de lance, et on a été content quand même parce qu'on n'a pas fait capoter un projet, mais 2 projets.
Parce que qu'est-ce qui était lié autour de ce port? Eh bien, c'était l'extension du port, donc de manière dénaturée, tel que je viens de le dire, mais surtout, il y avait un projet immobilier qui était afférent à ça aussi. Parce que, rappelez-vous, il y avait un anneau lié à une maison. C'était ça. Hein. Là, on l'a peut-être oublié. Alors, ça veut dire qu'il y avait un projet d'urbanisation, mais moi, j'ai toujours pensé que là-dessous, il y avait sous-tendu le truc du centre et le marin. Parce que la rentabilité, moi, j'avais démontré donc, à M. Gaxieux et au cabinet Pierre-Louis qu'il n'y avait pas de rentabilité possible sur le port de Bagnous. C'était impossible. Il fallait bien que le groupe financier qui investissait sur le port fasse ses bénéfices ailleurs. Le centre et le marin aurait pu être idoine, parce que là on pouvait tout conjuguer, je ne vous parlerai pas puisque maintenant je le garde reconditionnel, là où étaient prévues ces maisons. Donc quand on s'est battu avec ce collectif, eh bien non seulement on a arrêté le projet du port, mais on a aussi arrêté ce projet délirant d'urbanisation, et là je peux dire qu'on peut être satisfait de ça. Mais à partir de là, on a créé une brèche qu'on n'avait pas vue nous. C'est que tout d'un coup il y a une surenchère du port. Tout le monde s'est mis à parler du port. Alors que pendant ce moment-là, au moment où il fallait à la Cassagne, on n'avait personne quand même. Eh bien, chacun arrive avec son projet. Eh bien, là aussi, c'est un peu comme les hirondelles à col noir. Il n'y a jamais eu de fermeture administrative du port. Jamais. Qu'a dit le préfet, les deux quais A et B sont endommagés, on ne peut pas s'amarrer au quai A et au quai B. On ne nous a jamais dit qu'il fallait refaire le port, et encore moins l'agrandir. Donc moi, si j'allais sur les choses les plus simples, demain, vous retapez le quai A et le quai B, et le problème du port, il repart pour 60 ans. Terminé. Terminé. Alors je veux bien que ce soit un facteur économique important, mais est-ce qu'aujourd'hui, à Bagnous, c'est le seul facteur et le plus important de Bagnous? Parce que moi, je me sens incapable de faire une seule réunion publique sur le port. J'ai 100 000 choses à vous raconter. Donc 101, pardon. 101. 101. Alors après, c'est très simple. Hein. Vous mettez des caissons flottants, hein, des pontons flottants. C'est le principe du puzzle. Eh bien, les pontons flottants, c'est logique. Quand il y a des coups de mer, eh bien, le ponton suit la houle, le ponton monte, et quand la mer se retire, le ponton descend, et le bateau fait exactement pareil. Et en hiver, vous réduisez la voilure, vous réduisez le quai et le quai B, parce qu'il y a plein de bateaux accrochés, vous les mettez en carénage, et c'est même le personnel municipal eh bien, qui peut les retaper. Voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, bon, je vais laisser la parole à Jean-Yves, et éventuellement, on peut trouver des solutions s'il faut sécuriser le port. Mais déjà, moi aussi, je renvoie chacun un peu à ses études. Parce que là, c'est bien beau d'arriver aujourd'hui et de dire il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais qu'avez-vous fait quand vous êtes au pouvoir les uns et les autres? Rien. On nous sort les dossiers une fois qu'on n'est plus élu. Alors ça, c'est facile. Hein. Mais quand on est élu, normalement, gouverner, c'est pouvoir, il me semble. Hein. Allez, on va voir. Alors, à toi, Jean-Yves. Bonsoir tout le monde. Je vais être bref. Hein. Je vais juste vous faire une petite touche de précision écologique sur le port. Moi, personnellement, il me semble que tout le monde parle du port, mais la baie de Bagnous, c'est un triptyque. Hein. La plage, la rivière et le port. Et il me semble bien difficile de toucher à l'un sans faire attention à ce que l'on fait sur les deux autres. Donc je suis assez d'accord avec... je suis d'accord pour une solution minimaliste, hein, surtout que le port de Bagnous, ce n'est pas une zone de décantation, mais il est assez mal ventilé, dans la mesure où déjà les constructions du port ont entravé un petit peu le courant. Alors vous avez ici, donc, vous avez un grand courant. Désolé, mais la technique... Donc vous avez un courant qui va d'est en ouest devant la plage de Bagnous. Ce courant est relativement faible parce que le courant principal il est plus haut. Ah ben le voilà, tiens, le voilà. Il passe ici, vous voyez, et il va directement aux Elmes. Donc ici c'est quand même une petite zone de décantation où il serait prudent de regarder les conséquences d'aménagements supplémentaires à l'extérieur du port. Ensuite, le port tel qu'il est conçu, il est pas mal, parce que quand on fait de la voile, on peut rentrer directement. S'il faut faire un empannage avant de rentrer, ça peut poser quelques difficultés aux novices.
Donc, les travaux prévus au départ par la municipalité actuelle étaient certes séduisants, mais on peut penser qu'ils auraient eu une action assez néfaste sur la plage, et surtout si les travaux se continuaient en saison estivale, on pourrait presque parler d'une année noire pour le touriste à Banyuls, parce que la plage c'est quand même intéressant, hein. Donc, il faut faire attention à ça et prendre le problème globalement, la plage, le port, la rivière. Sinon, au niveau écologie, moi, je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose aussi, éventuellement avec le biodiversarium du laboratoire, si les relations sont bonnes, ou éventuellement avec un local, mais je pense que pour les gens qui se promènent dans l'arrière-pays, justement, la création d'un petit pôle scientifique où les gens pourraient apporter leurs poissons, leurs plantes, leurs fleurs, leurs branches d'arbres, en faisant une petite permanence 2 ou 3 fois par semaine, ça pourrait aussi aider les gens et puis leur faire profiter de notre savoir. Voilà tout ce que j'avais à dire, hein. Le port, donc, attention, et essayer de développer un peu les relations entre les touristes et puis les autochtones et la mairie en ce qui concerne la connaissance des plantes, des animaux, des insectes. Enfin, il y a plein de gens qui pourraient être éventuellement intéressés. Je vous remercie. Alors, la parole est à... Je vais essayer d'être un peu plus bref, parce que je vois que l'heure avance. Il y a encore beaucoup de sujets à traiter. Moi, je vais vous parler un petit peu des projets que notre équipe veut vous proposer à propos d'urbanisme. À propos d'urbanisme, je pense qu'il faut redonner un peu de cohérence à la politique urbaine et en particulier avoir un véritable projet de ville. Actuellement, nous avons un plan d'occupation des sols. Ce plan d'occupation des sols, il a valeur de plan local d'urbanisme, mais ce n'en est pas un. Donc, à quoi avons-nous assisté pendant cette période, les dernières 6 années? C'est à énième modification de ce plan d'occupation des sols. La 11e, la 12e, la 13e, la 14e. La 14e a même été retirée purement et simplement. C'est celle qui portait sur l'aménagement du parking de la gare. Donc ce que nous voulons faire, nous, c'est un véritable plan d'occupation, un véritable plan local d'urbanisme. Il faut, dans ce plan local, arrêter, à mon sens, l'urbanisation tous azimuts à laquelle nous assistons encore aujourd'hui. Il faut réduire, ça c'est, excusez-moi, c'est ce qu'on voit dans les outils que nous donnent les plans au niveau national, réduire l'impact de l'urbanisation. C'est essayer de ramener la vie au centre-ville, arrêter l'urbanisation à la Salette. Bon, nous ne ferons pas de Salette 4, ni d'autres urbanisations à l'extérieur, vers le sud de la ville, comme ça a pu être à un temps envisagé. Nous souhaitons que des règles soient fixées dans ce plan local d'urbanisme, des règles d'urbanisme claires et valables pour tous, pas qu'elles soient soumises à l'approbation ou à la modification secteur par secteur, parce que ça favoriserait telle ou telle implantation ou tel constructeur. Nous voulons préserver l'identité du village, sauvegarder les anciennes façades. Il y a des subventions qui sont données par la communauté de communes pour la réfection des façades. Il faut en profiter, il faut aller les chercher, ces subventions.
Il faut orienter prioritairement vers la production de logements sociaux accessibles aux ménages à revenus modestes pour arriver à ces fameux 25% de logements sociaux qui sont devenus aujourd'hui la loi. Avant c'était 20%, maintenant c'est passé à 25%. Actuellement à Banyuls, il y a seulement 13% de logements sociaux. 13% pour arriver à 25%, vous voyez, la tâche est quand même assez importante. Il manque environ 300 logements sociaux sur Banyuls. Redynamiser le centre-ville, je disais, notamment par la réhabilitation des immeubles déclarés vétustes ou insalubres, lutter contre la précarité énergétique et maintenir les personnes, notamment les personnes âgées, dans leur logement. Cela peut passer par des aides de l'État. Il existe un certain nombre de dispositifs que l'État a mis en place que, apparemment, au niveau de Banyuls, nous ne mobilisons pas. Hein, il y a des organismes tels que l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, qui met des programmes d'opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat et le renouvellement urbain. Par exemple, sur Cérès, ce sont 1,5 million d'euros qui ont été utilisés en financement public, qui ont été injectés dans l'économie locale au travers des artisans. Voilà, et des entreprises du bâtiment. Voilà de quoi aussi redynamiser le commerce et l'artisanat. Les commerces, il y a aussi des organismes d'État tels que le FISAC, Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, la Chambre de commerce et d'industrie. À Rivesaltes, on peut prendre encore cet exemple, à Rivesaltes, des subventions ont été données pour des animations commerciales. À Banyuls, on ne sait pas si on ne voit pas que des animations commerciales sont subventionnées par ce type d'aide. Il y a aussi le Fonds européen de développement régional. Bref, on a, bien que Patrick expliquait tout à l'heure que les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir, il existe encore des moyens offerts par l'État ou même l'Europe ou la région. Il existe encore des moyens. Ces moyens s'amenuisent, ils sont de plus en plus étroits, mais ils existent. À nous d'aller les chercher, à nous d'avoir quelqu'un, une municipalité capable d'aller chercher ces subventions et d'aider à la redynamisation de ces centres-villes et de l'urbanisme. Je n'oublie pas, bien sûr, les autres quartiers, il n'y a pas que le centre-ville. Hein. Dans notre programme, nous proposons un plan pluriannuel d'aménagement et d'amélioration et d'embellissement des différents quartiers, secteur par secteur. Et ça se discutera évidemment quand nous serons aux affaires, ce que j'espère bien qui arrivera. Réflexion sur le stationnement, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours présent à l'esprit. Le stationnement difficile à Banyuls, eh bien, il y a des possibilités. Hein, le parking de la gare, il est encore là, il est accessible. Je pense que nous devons nous y intéresser de manière très forte. Il y a d'autres propositions qu'on pourrait faire dans le cadre de l'urbanisme, mais je ne veux pas alourdir le débat, donc je passe la main à quelqu'un d'autre. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais rester sur le sujet de l'arrière-pays, de l'environnement, un sujet que je connais bien par mon travail de bâcher sur la réserve naturelle de la Massane. Donc l'environnement, ça concerne deux choses. La première, c'est l'environnement au sein même de la ville et l'environnement sur l'arrière-pays, ce qu'on pourrait appeler aussi les écarts concernant les liens qu'on peut faire avec l'urbanisation. De manière générale, il faut savoir que la volonté de la liste Génération Banyuls est d'adhérer à cette charte des maires pour l'environnement et à l'agenda 21. Agenda 21, je pense que c'est peut-être un gros mot pour la plupart d'entre vous. L'agenda 21, c'est une mission, une proposition que donne l'État aux mairies, communautés de communes, ou même conseillers généraux, pour avancer
sur différentes thématiques comme la pollution, l'eau, les montagnes. J'essaie d'être assez concis, assez rapide. Sur la montagne, les forêts, la mer et sur la gestion, on va dire, écologique, entre guillemets, naturelle des communes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, Génération Banyuls, nous nous engageons à aller vers une mairie verte. Nous avons l'exemple de la commune d'Alenia, qui, durant ces 6 dernières années, est passée d'une mairie qui utilisait des désherbants dans les rues à une diminution de 80% d'utilisation de ce genre de produit sur la commune. Nous, à Banyuls, on porte le nom de Banyuls-sur-Mer. Il faut savoir que tous ces produits utilisés sur nos trottoirs, dans nos écoles, aux abords des lits de rivière, sont des produits qui se déversent directement dans la mer. Donc on a un devoir pour nous-mêmes et pour nos enfants d'arrêter d'utiliser ce genre de produits, ou au moins diminuer l'utilisation de ce genre de produits en tant que mairie. Voilà, ça sera un exemple que la mairie se donnera pour le reste des administrés de la commune, dans leur propre jardin potager, dans leur propre jardin tout court, et même dans leurs vignes pour les vignerons. Il faut savoir qu'il y a une norme, la norme 2018, qui impose la réduction d'émissions d'utilisation des désherbants de 50% d'ici 2018 pour toute activité, notamment agricole. Il y aura effectivement une adaptation pour notre terroir parce qu'on est quand même sur un terroir particulier. Mais il faut savoir que l'Europe nous engage tous dans cette direction-là. Et c'est une direction que nous prendrons avec joie. Là, j'en avais un, il y a Sorel qui l'a signé, Argelès dernièrement, Port-Vendrin, il y a le Conseil Général qui vient de le signer. Voilà, on serait mal vu même sur le département et au sein même de la communauté de communes si nous-mêmes, en tant que station balnéaire, proche de la mer, nous n'arrivions pas à nous mettre en accord vis-à-vis de ces problématiques. Il faut savoir qu'une ville propre, tant au niveau de la pollution urbaine avec les crottes de chiens, qu'avec les produits qu'on peut consommer comme les désherbants, une ville propre, c'est une ville accueillante, tant pour nous-mêmes que pour les touristes qui pourront y venir. Si les touristes viennent dans une ville accueillante, ils y reviendront et c'est nos commerçants, nos artisans et nous-mêmes qui bénéficieront de ces avantages-là. Plus concrètement, dans le village, on a pour projet de favoriser les énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes, pour vous permettre de produire au sein même de vos habitations, produire ces énergies-là. On a pour objectif de réduire, de développer des mesures d'économie d'énergie, donc c'est économie d'argent public bien évidemment, mais éviter les dépenses d'énergie en mettant en place des modérateurs d'intensité sur les éclairages publics notamment. Concernant les alentours du village, ce qu'on va appeler les écarts, premièrement, c'est amélioration de la voirie. On a la route des Masses encore à améliorer. Sans parler de route, il y a aussi la sécurité de la route. On a des masses qui sont complètement en bord de route, le ferronnier, le mas par roue-tête, d'autres masses, qui voient passer devant eux des voitures à vive allure le soir, la journée. Il y a des enfants, il y a des gens qui vivent sur place. On a le devoir de sécuriser ces routes par l'installation de chicanes, de ralentisseurs pour ces gens-là et pour la commune. Augmenter un service de navette sur ces sites-là, alors fixe ou à demande en fonction des besoins des administrés. L'entretien, bien sûr, des bassins du lit de la rivière pour éviter ce que nous disait tout à l'heure M. Boudiou concernant le port. Tout est lié, la rivière, la baie et le port. Création de brigades vertes, ça c'est quelque chose qui nous importe énormément. Ces brigades vertes, donc à travers des employés municipaux existants, ça ne sera pas des emplois à créer, encore une fois sur ces types-là, c'est entretien de la RPI, de l'île des rivières, encore une fois. Des bords de route, vigilance de la RPI. Quand on voit qu'il y a 2 ans, là, 15 000 hectares partis en fumée côté sud, en Catalogne, si on veut éviter
que ça arrive chez nous, il faut absolument que des employés municipaux surveillent l'arrière-pays. Le surveille, vérifie l'émission à accentuer au niveau du débroussaillement, de l'entretien de certains arbres qui seraient en travers du lit de la rivière, etc., etc. Un partenariat particulier avec les chasseurs sur l'entretien des chemins, sur la vigilance des sangliers. Si l'employé des brigades vertes s'aperçoit qu'il y a une présence importante dans tel endroit de sangliers, ou même de vaches, voilà, parce qu'il y a encore 15 jours, il y avait des vaches non baguées dans des vignes, que le brigadier soit à même d'agir directement avec les chasseurs, avec l'ami directement, pour agir le plus vite possible pour les vignerons, concernant les vaches ou les sangliers. On a parlé d'un plan de reboisement. Alors ça peut être un plan de reboisement comme ça se fait de manière classique avec la DDTM, la préfecture donc, des boisements de pins, des boisements de chênes, d'arbres classiques, mais aussi un reboisement d'arbres fruitiers. On parle de création d'emplois, on entend des tas de listes nous dire oui, machin énologique, on va créer de l'emploi, on va encore embaucher des employés municipaux, etc. Le CCAS est propriétaire d'un grand nombre de terres inexploitées encore sur Banyuls. Pourquoi ne pas planter des arbres fruitiers? On a à Banyuls la possibilité d'avoir des orangers qui poussent quasiment naturellement. On voit d'ailleurs nos jardins qui en sont pleins. Pourquoi ne pas planter des oranges douces qui se vendraient sur les marchés? Ça ferait un gain pour la commune, ça ferait des emplois pour des employés municipaux. Il y a toujours quelque chose à créer. On a déjà une fête, la fête des oranges à Banyuls. La mairie pourrait être porteur de la création d'oranges. On a au col de Banyuls 10 hectares d'amandiers qui sont dans un état de délabrement inadmissible. 10 hectares d'amandiers, ça permettrait à un agriculteur, voire deux, d'y vivre. Pourquoi on ne permet pas à cet agriculteur qui a un contrat avec le CCAS de stocker de l'eau de pluie, d'irriguer ses amandiers, de récolter correctement ses amandiers et de développer une véritable activité économique sur 10 hectares d'amandiers qui appartiennent au CCAS de la commune? Ça n'a pas été fait. Il y a eu des propositions, dont ma proposition, qui a été rejetée par la mairie actuelle. Et aujourd'hui, on voit toujours ces amandiers qui sont dans un état de délabrement. Donc ça n'est pas normal. On a des moyens, à la fois pour la commune de gagner de l'argent, de créer des emplois, et on ne se donne pas les moyens. Donc nous, on s'engage à se donner les moyens sur ce genre de choses. Je vais finir sur la création d'une piste verte. Piste verte, ça concerne bien évidemment la route des Masses, puisqu'on a des administrés qui nous ont posé la question de développer une piste verte qui irait, bien sûr, de Banyuls jusqu'au Massaché. Développer une piste pédestre, cycliste et pourquoi pas équestre, puisqu'on a rencontré aussi il y a 15 jours les personnes du Mas Ventus, des chevaux de la Compascol, qui effectivement seraient intéressés de développer l'équestre sur Banyuls, et pourquoi pas créer une piste verte qui partirait pareil de Banyuls, qui irait jusqu'au Mas Ventus, avec un système de navette, comme le disait tout à l'heure Guillaume, pour le tourisme, avec un parking pour les camping-cars, pour les gens qui pourraient s'y garer, un système de navette qui reviendrait à Banyuls régulièrement, et ça désengorgerait encore une fois le centre-ville vis-à-vis des places de parking, etc. Voilà, j'en ai fini pour maintenant. Je laisse la parole à Bianca. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Moi, j'ai envie de rêver quand je pense à Banyuls. Ça va pas ? Voilà. Je m'occupe plutôt du domaine artistique. Voilà, j'ai toujours été plus ou moins dans ce domaine-là. Et voilà, depuis que je suis à Banyuls depuis 20 ans, il y a énormément de choses qui me manquent. Parce que quand on pense à Banyuls, on pense littoral, vignoble, Mayol. Alors, on pense aussi, même si ça remonte au siècle dernier, à tous ces grands noms de l'art qui, pendant des décennies, ont trouvé leur source d'inspiration. Je parle de Céret, Cadaqués, Collioure. Tous ces lieux ont gardé l'empreinte de leur présence. Les musées à Céret, à Collioure, le musée Bonnard au Calais,
le musée Manuel à Baniouz. La culture, c'est pas réservé à une élite. La culture, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus. Outre les arts et les lettres, elle englobe des modes de vie et des systèmes de valeurs, des traditions. Nous habitons la Catalogne du Nord, avec deux cultures depuis des siècles. Aujourd'hui, qu'avons-nous à Baniouz? Nous avons encore des artistes, des artisans, des métiers d'art, des producteurs, des agriculteurs soucieux, de qualité. On les oublie un peu. À Baniouz, à part le festival de Sardane, la fête des vendanges, qui a toujours autant de succès, rien n'est fait pour que toutes ces activités soient montrées, mises en valeur, diffusées. Ce n'est pas une question d'argent, c'est un choix politique qu'il est urgent de faire. Il faut redonner vie à notre village en y organisant tout au long de l'année des manifestations qui feront écho à la production locale, régionale, transfrontalière. Il faut remettre en ordre le patrimoine de la commune. Bartissol est encore à l'abandon, malgré de dispendieuses études pour une rénovation jamais commencée. Le site des Paniers est en ruine. Ces lieux peuvent accueillir des activités permanentes, des résidences d'artistes, une médiathèque. Donner, c'est aussi recevoir. Mettre à disposition des espaces de création contre des échanges, des ateliers d'initiation, des expositions. Baniouz est le seul village de la Côte-Vermeille à ne pas avoir de médiathèque. Une médiathèque, la communauté des communes peut la financer. Alors pourquoi n'en avons-nous jamais fait la demande? On nous dit les jeunes n'ont rien ici, créons une discothèque. Une discothèque c'est bien, mais c'est pas assez. Une médiathèque ce sont des salles de lecture, des espaces internet, des animations culturelles, des possibilités de rencontres. Des outils pour que des projets puissent émerger et donner aux jeunes une possibilité de rester. Baniouz n'a pas été respecté, Baniouz a été abandonné. On a tenté de le faire ressembler à un quelconque village bling-bling de la Côte d'Azur. La priorité aujourd'hui, c'est de remettre à l'honneur les vraies valeurs pour envisager un futur autrement. Bonsoir à tous et à tous. Je viens ce soir vous parler de notre patrimoine et de la catalanité. Le patrimoine représente plusieurs aspects. D'une part, les monuments historiques, tels que l'église de la Rectorie, et dans le patrimoine commun, la chapelle de la Salette, pour lesquels, bien évidemment, nous continuerons à préserver leur existence et l'image qu'elles représentent pour Baniouz. D'autre part, les œuvres en général, sculptures, peintures et archives, principalement dans ce domaine, nous continuerons à favoriser l'expression artistique sous toutes ses formes, par exemple la création d'un festival de théâtre. Mais nous développerons particulièrement nos efforts sur la sculpture. En effet, le nom de Baniouz est lié à un personnage de renommée internationale. Vous l'avez sûrement compris, il s'agit du sculpteur Aristide Maillon. Ce monsieur est décédé en 1944. Donc, cette année, il y a 70 ans qu'il a disparu. Et de ce fait, ses œuvres tombent sous le domaine public. Et comme l'a dit Guillaume, nous allons nous saisir de cette opportunité pour que Baniouz devienne la cité de la sculpture, à l'instar d'une autre commune qui est la cité des peintres. Pour cela, nous favoriserons et dans la mesure du possible, nous donnerons les moyens aux artistes de développer leur art en toute quiétude. Il est important de ne pas oublier que nos aînés ont combattu pour nous, pour que nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. Les associations d'anciens combattants pourront intervenir dans les écoles pour transmettre la mémoire historique de notre pays. Nous doterons les associations d'anciens combattants d'une salle, si possible à mairie, pour entreposer les archives historiques et leur matériel, notamment leurs drapeaux. Maintenant, je vais aborder la catalanité. Tout d'abord, nous souhaitons remercier l'action menée par le Foment de la Sardane depuis tant d'années pour la continuité des valeurs catalanes à travers les fêtes, le théâtre, la danse, etc. Il est naturel de soutenir dans leur démarche toutes les associations désireuses de créer des festivités et de renouer avec les anciennes traditions, telles que le carnaval et le tillo-tillo. La catalanité, c'est aussi nos voisins, de l'autre côté de la frontière.
nous pensons particulièrement au village d'Espoir-Rabos. Ensemble, nous pouvons favoriser les échanges culturels et historiques à travers un jumelage des deux villages. Nous pensons notamment à nous servir de la bataille du col de Banyuls pour créer une attraction festive autour de ce thème. Le catalan est une belle langue. Soit on tombe dedans comme quand on est petit, c'est mon cas, soit on l'apprend plus tard si on le souhaite. Nous ferons entrer l'enseignement du catalan dans les écoles. Nous avons été aussi saisis par une association départementale des parents d'élèves d'enseignement en catalan pour étudier la création de classes bilingues. Et on ne peut pas parler de catalanité sans oublier la cuisine, surtout quand c'est bientôt l'heure de se mettre à table. Pour cela, nous envisageons de créer la semaine de la cuisine catalane en partenariat avec les commerçants et restaurateurs, où il y aurait entre autres un concours style Masterchef, ouvert aux amateurs et amatrices et professionnels. Voilà dans les grandes lignes de notre projet, dans ce domaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole au suivant. Avec Valérie, on est en charge de la jeunesse, éducation et sport. Ça va mieux? Ouais, moi. Alors, la jeunesse, c'est l'avenir de notre société. Cette dernière l'oublie trop souvent et tout ce qui permet son enrichissement est capital. Cette priorité est un pari sur l'avenir et constitue surtout l'avenir de Banyuls. Tous les efforts doivent être mis en œuvre pour offrir à nos jeunes et nos enfants des services et des activités de qualité qui leur donneront envie de s'investir à leur tour dans la vie de leur village. Et même si le sport n'est pas l'apanage de la jeunesse, il est de par ses valeurs éducatives un atout incontestable sur lequel on peut et on doit s'appuyer pour permettre aux plus jeunes d'apprendre des autres. La socialisation, la cohésion. C'est en outre grâce au sport que les liens intergénérationnels indispensables au bien-vivre de tous sont créés. De plus, le développement et le soutien de services de qualité devraient permettre à des familles de s'implanter sur Banyuls. Parmi les propositions dont nous avons discuté entre nous, mais aussi avec ceux qui interviennent auprès des jeunes et des enfants, la création d'un conseil municipal est une des actions à laquelle nous tenons beaucoup. Tout d'abord, cette proposition, nous l'avions déjà faite il y a 6 ans dans le programme de Génération Banyuls. Il faut savoir que c'est de l'âge de 7 ans jusqu'à 25 ans. D'autre part, même si ce conseil municipal ne peut pas avoir qu'un avis consultatif pour les décisions qui concernent les enfants et les jeunes, il permettra de développer auprès de nos enfants des valeurs de citoyenneté, parfois mises à mal aujourd'hui. Ce conseil municipal pourrait d'ailleurs être créé en lien avec les établissements scolaires, notamment l'école primaire de Banyuls-sur-Mer. Il cadrerait parfaitement avec les programmes d'éducation civique. Je passe la parole à Valérie. On continue avec les écoles. Donc, et après avoir rencontré les directrices de ces écoles, nous nous engageons bien sûr à apporter tout le soutien possible à leur projet pédagogique et à leur travail qui n'est pas toujours facile aujourd'hui. Donc par exemple, pour donner des exemples de ce qui nous a été demandé et qui est possible de faire, c'est la modernisation du parc informatique avec entre autres la mise en place d'un système Wi-Fi dans les écoles qui n'existe toujours pas à l'heure actuelle. Permettre également aux enfants des écoles de Banyuls d'accéder à des activités nautiques. Nous sommes quand même au bord de la mer, ça serait bien que les enfants puissent profiter de leur environnement. Et aussi que les enfants de Banyuls puissent accéder également dans le cadre scolaire à la piscine. Il faut rappeler d'ailleurs à ce sujet que le ministère de l'Éducation nationale demande à ce que les enfants arrivant en 6e, normalement, sachent nager. Donc ce n'est pas toujours le cas, puisqu'à Banyuls, les enfants n'accèdent pas à cette activité.
Bien sûr, il y a les classes de catalan dont a parlé déjà Sylvie. Et puis, bien sûr, nous nous engageons à élire un délégué qui siégera au Conseil des écoles. Maintenant, je vais vous parler des aménagements de rythme scolaire dont la réforme devrait être mise en place normalement en septembre 2014. Donc déjà, cette réforme, pour certaines communes, a été mise en place en septembre 2013. La communauté des communes dont nous faisons partie a fait le choix de le reporter en 2014 pour normalement se laisser le temps de la mettre en place correctement. Pour ce faire, il aurait été indispensable, à notre avis, de faire appel au tissu associatif, culturel et sportif pour offrir à nos enfants des activités variées, enrichissantes sur ces temps supplémentaires périscolaires. Or, à ce jour, rien n'a été fait et toutes les discussions pour mettre en œuvre ce décret ont été repoussées après les élections municipales par la communauté des communes. Comme nous l'a indiqué récemment M. Ayagas, donc le président de la communauté des communes, dans une lettre du 6 mars dernier qui nous a été adressée en réponse à des questions que nous lui adressions nous-mêmes à ce sujet. Or, dans ce même courrier, il est indiqué que les projets doivent être finalisés pour le 15 mai 2014, ce qui nous laisse donc un délai, puisque le deuxième tour des élections est le 30 mars, de 1 mois et demi. Par conséquent, c'est donc très court, nous avons décidé, comme c'est déjà le cas pour d'autres communes de l'intercommunalité, que si nous étions élus, nous demanderions un vote du conseil municipal à ce sujet, ainsi qu'un vote de la communauté des communes. Et si les conditions d'application de ce décret n'étaient pas réunies pour que les enfants puissent bénéficier d'activités correctement, nous pèserions de tout notre poids pour repousser sa mise en œuvre dans l'intérêt des enfants, bien sûr. Concernant les infrastructures, il faudra pour certaines donc les rénover, pour d'autres les reconstruire. Ce sera le cas notamment de la Maison des Jeunes et du Centre des Loisirs, en lien avec la communauté des communes dont cette compétence relève. Ce sera l'occasion, par exemple, d'envisager un lieu d'accueil spécifique aux 15-18 ans. Les bâtiments scolaires sont bien sûr à rénover et le mobilier scolaire doit être renouvelé si nécessaire. Les cours d'école peuvent être aussi réaménagés. Et puis, nous avons aussi à l'étude l'agrandissement du restaurant scolaire ainsi que sa rénovation et éventuellement le déplacement de la crèche. Tout ceci est à l'étude. Pour les plus jeunes, la création d'un lieu d'accueil adapté pour permettre aux assistantes maternelles de se retrouver lorsqu'elles le souhaitent pour pratiquer des activités artistiques ou musicales avec les enfants dont elles ont la garde, a été aussi envisagée. Certaines de ces actions pourront d'ailleurs entrer dans le cadre du projet de rachat du Centre des Palmiers. Pour le sport, plus précisément, après avoir fait un bilan des équipements et des pratiques sportives pour répondre au mieux aux usagers, jeunes et moins jeunes, il faudra bien évidemment rénover ces équipements, notamment le stade et le gymnase, afin de les mettre aux normes, de rendre le sport accessible à tous, valides ou personnes en situation de handicap. Par exemple, à titre d'exemple, l'étanchéité et l'isolation du gymnase ainsi que les vestiaires du stade sont vraiment à rénover de manière obligatoire. Et c'est seulement dans ces conditions que des événements sportifs, de haut niveau ou pas d'ailleurs, pourront être organisés à Banyuls. N'oublions pas que les associations qui sont le maillon essentiel des activités sportives vivent et se développent grâce à l'organisation de tels événements. Pour que tout ceci soit possible, nous proposons de fournir un soutien logistique et administratif en créant un collectif sportif et un bureau des sports au sein même de la mairie. Je vous remercie. Bonsoir à tous. J'ai choisi ce soir de vous présenter notre programme sur les différentes actions sociales dont notre équipe est particulièrement attachée. Nous avons un atout majeur au sein de notre village, c'est le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Il doit être la plaque tournante
de certaines de nos actions. Le CCAS a deux composants, son patrimoine et son action sociale. Nous ferons un état des lieux du CCAS. Tout d'abord de son patrimoine, puisqu'il a été légataire des propriétés bâties et non bâties de M. Paul Retsch. À l'heure actuelle, certains terrains ont été vendus à moindre coût par le CCAS au prix du domaine, 80 € le mètre carré, et ensuite revendus à des prix inaccessibles, ne permettant pas à des jeunes familles de pouvoir résider à Bagnols-sur-Mer. On peut constater que les choix politiques des précédentes municipalités ont entraîné l'exode des jeunes familles. Le CCAS contrôlera les coûts pour des habitations plus accessibles à tous. Il aura un droit d'arbitrage pour l'attribution des logements sociaux qui sera faite sur une base de critères sains et justes, et plus sur le clientélisme. Le deuxième rôle du CCAS, c'est de le replacer au centre de l'action sociale, avec des actions efficaces et justes au service de la population. Il aura un conseil d'administration constitué d'acteurs sociaux, ce qui est la base de son bon fonctionnement. Il devra répondre aux besoins des familles sur le logement, les gardes d'enfants, les loisirs, la crèche, les restaurants scolaires, sous le contrôle des services sociaux de la communauté des communes, bien sûr. Nous mettrons en place une bourse pour l'emploi avec des chèques emploi. Nous mettrons en œuvre des jardins familiaux qui seront un lieu d'échange et de partage. Nous interviendrons par des actions de proximité dans le domaine de la prévention sur l'alcool, la drogue, le sida, le cancer, la maltraitance, la prévention routière. J'ai envie d'ajouter le diabète, l'hypertension artérielle. En action avec le point d'information jeunesse, bien sûr. Nous mettrons en œuvre des mesures d'accompagnement pour la gestion du quotidien et aussi pour le parcours à l'insertion. Nous défendrons le maintien des services publics dans notre village. La Poste, la SNCF avec son train à 1 €, l'école et la gendarmerie. Nous mettrons en place une épicerie sociale. La politique sociale est une partie de la vie en société. C'est l'affaire de tous. Vous pouvez compter sur nous pour bien la conduire. Voilà. Je laisse la parole à Laure Canfranc qui va vous expliquer ses projets, nos projets pour les personnes âgées, le service public et la sécurité. Ce sont bien nos projets, pas les miens, parce que je ne me présente pas toute seule. Travaillons ensemble. Alors pour continuer dans le social, nous avons une population vieillissante qui compte de nombreuses personnes âgées retraitées dans notre population. Nous souhaitons qu'elles puissent se rencontrer entre elles afin de rompre l'isolement et pour cela, un lieu sera tenu à leur disposition. Dans notre approche et réflexion, nous avons évoqué aussi la possibilité d'un conseil des sages entre eux qui se fera le porte-parole de leurs préoccupations, de leurs envies et de leurs besoins. Comme le disait Marie-Jo, nous travaillons en collaboration avec les acteurs sociaux. Nous travaillerons aussi avec les acteurs médico-sociaux afin que la personne âgée, qui peu à peu perd son autonomie, puisse dignement rester dans son environnement familial, si cela est son souhait. Nous ferons en sorte de conseiller, d'accompagner et de faciliter les démarches de nos aînés ainsi que de leurs familles, par un personnel communal formé et à leur écoute. Je vais aussi vous exposer la sécurité concernant les biens et les personnes. Nous souhaitons établir le dialogue et non pas uniquement utiliser des caméras vidéosurveillance. Pour nous, la présence humaine est à valoriser auprès de la population. Comme notre volonté est d'instaurer un climat apaisé dans la ville,
La police municipale sera de proximité et recentrée sur sa mission dans les quartiers. Bien sûr, nous collaborerons étroitement avec la gendarmerie si des phénomènes d'incivilité ou autres délits continuent à perturber et déranger nos concitoyens, malgré le travail de proximité et de prévention déployé. Nous proposerons régulièrement des réunions de quartier et nous voudrions avoir des responsables qui seront en relation avec un membre de la municipalité. La création d'un numéro vert en mairie contribuera aussi à préserver la sécurité que chacun souhaite. Pour les services publics, Marie-Jo vous en a un petit peu parlé déjà. Nous constatons bien sûr que nous vivons dans un désert, ça se désertifie, de moins en moins de services publics, de collectivités locales, et qui sont pourtant le maillage et qui sont essentiels pour notre vie ici. Il nous reste encore, comme elle le disait, la gare SNCF, la possibilité d'avoir ce billet à 1 € pour Perpignan, pour aller à Perpignan, aussi pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui étudient. Voilà. Et ces représentants aussi, comme on l'a dit, pourront présenter nos projets, vos projets, obtenir des subventions, des aides, qui construiront ainsi l'avenir à Bagnols-sur-Mer. Merci. Allez, je vous fais grâce, on zappe les 2 derniers. Comme ça, on va engager le débat, puis surtout on va aller voir à l'apéro. Bon, juste quand même un petit mot concernant le personnel municipal, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'inquiétude. Il faut savoir juste encore un dernier chiffre. Hein. Vous avez à Bagnols une équivalence budgétaire de 187 postes. 187. En réel, 120. Et on rajoute les saisonniers, ça fait 150. Je crois qu'on doit être devant la ville de Paris, nous, en termes de personnel municipal. Alors qu'ils soient tranquilles, eh bien, ils seront tous gardés. Parce qu'en fait, ils sont eux aussi victimes du système. Ça, je peux comprendre facilement que quand on n'a pas de travail et quand une mairie vous tend la main, eh bien... Quand on n'a pas de travail et quand une mairie vous tend la main, eh bien, c'est normal qu'on accepte l'emploi. Ce sont les penseurs du système qui sont responsables, pas ceux qui le subissent. Donc on les gardera. Mais par contre, eh bien, il faut quand même se dire que on ira d'abord vers le dialogue avec eux et surtout avec la formation et avec le redéploiement. Parce que je crois qu'il y a des services où il y a pléthore de gens et il y a d'autres services où on en manque. Donc par la formation, par le redéploiement, parce qu'il ne faut jamais oublier, et moi j'en fais partie puisque je suis agent territorial, donc service public, c'est le service auprès du public. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, je pense que la plupart d'entre eux, ils en sont conscients. Eh bien, il suffira juste que de leur faire une feuille de route. Eh bien, soyez sûrs que la feuille de route, je leur établirai. Maintenant, on conclut. Ensuite, je vous passerai le micro si vous avez des questions à nous poser. J'espère, en tout cas. Eh bien, c'est le moment. Hein, si vous voulez changer, eh bien, c'est avec nous qu'il faut changer. Parce qu'avec les autres, je ne suis pas sûr que vous changerez beaucoup. Hein, parce qu'il y a entre ceux qui pensent être victimes de suspicion, d'autres qui sont victimes de leur propre âge. Je crois qu'en fait, ils se victimisent eux-mêmes, tout seuls. Pour moi, c'est ce système qui ne va pas. Ce sont des gens qui appartiennent au système, des pareils, aux mêmes. Alors, nous ne reviendrons pas la semaine prochaine. C'est le choix que nous avons fait et vous avez remarqué que la semaine prochaine, à partir de mercredi, il va y avoir embouteillage à la salle Novelty jusqu'à samedi soir. Hein. Alors, l'avantage, c'est qu'ils pourront faire des commentaires sur ce qu'on a dit, puisque nous, on ne reviendra pas. On a décidé de ne pas revenir, donc on a un peu plus de marge et de temps de manœuvre. Par contre, on ne reviendra pas. C'est le choix qu'on a fait, mais vous, maintenant, il vous reste un choix. Et ce choix, c'est le 23 mars que vous le ferez, et j'espère que ce choix, il ira de notre côté. Allez, maintenant, la balle est dans votre camp.